Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans les 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Les robots investissent la Cité des Congrès à l'occasion de la Digital Week avec des démonstrations auprès du public. Vous allez le voir, les progrès de l'intelligence artificielle ne s'arrêtent jamais. Dans le Pays de Ré, Bourgneuf et Fresnay ont signé un contrat de mariage. Les communes vont fusionner. Les détails dans quelques instants. Enfin, nous reviendrons sur l'élimination en Coupe de France de l'Hermine. Pas de miracle pour les basketteurs nantais face à Pau-Orthez, défaite 96-64. Mais avant cela, un nouvel épisode et sans doute le dernier dans le feuilleton des navires Mistral. Après avoir été refusés à la Russie, les deux BPC vont finalement prendre la direction de l'Égypte. Le Caire était pressenti depuis plusieurs semaines pour accueillir le Sébastopol et le Vladivostok. Et cette information a été confirmée par l'Élysée cet après-midi. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais le porte-parole du gouvernement français a affirmé qu'il n'y aurait, je cite, pas de perte financière sur la vente des deux navires. Le contrat avec la Russie s'élevait à 1,2 milliard d'euros. La Digital Week, c'est en ce moment à Nantes. Pendant 10 jours, elle est ouverte à tous. On y parle science, data, jeux vidéo, mais aussi robots. Toute la journée, à la Cité des Congrès, le public a pu découvrir les dernières innovations en matière de robotique. De nouveaux compagnons Android qui font du sport, dessinent et qui s'essayent désormais à l'art de la conversation avec les visiteurs. C'est un reportage d'Anne Judic. Et voilà, j'ai dessiné un bateau. Est-ce que ça ressemble? Oui. Voici Nao, le robot humanoïde le plus vendu au monde. Face à lui, enfants et adultes, époustouflés. Laisse-moi poser le crayon dans son support, ici, sur ma gauche. Je trouve ça très impressionnant. On a l'impression qu'il est tout à fait vivant. À quelques mètres de Nao, son grand frère, Roméo. Bonsoir petite bébé toute mignonne, je pense que vous avez 2 ans. Le robot tente de deviner l'âge des visiteurs, mais sa mission sera bien plus sérieuse. Le but de ce robot, c'est un robot compagnon. Donc c'est d'être chez les gens et d'aider les personnes âgées, les personnes handicapées, de servir d'homme à tout faire, on va dire, dans la maison. Pour cela, le labo nantais qui développe ses programmes a encore du travail. Roméo doit apprendre à marcher correctement. Un peu plus loin, on joue au basket. C'est un match en fait robot contre humain. C'est intéressant parce que après ça évolue quoi. Des évolutions qui pourraient bien nous surprendre dans les années à venir. Allez, hop, 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 bravo. En France, l'amiante est illégal depuis 1997. Depuis, il est traité par des entreprises spécialisées. Leur nombre est très limité en France. En Loire-Atlantique, une société se charge de cette mission. Elle est basée à Montoire de Bretagne et gère plusieurs sites d'enfouissement, notamment au Cellier. Manon Siret. Sous cet emballage bien protégé sont empilés plusieurs tôles amiantées. Depuis 2008, ce site du Cellier en reçoit tous les jours. Écoterre est le seul autorisé dans le département à stocker ce matériau fibreux et en reçoit 5000 tonnes par an. L'amiante est stockée dans une alvéole spécifique avec une appellation installation de stockage de déchets non dangereux. Donc nous procédons quotidiennement au stockage d'amiante par couche et avec une couverture sur 50 cm de matériaux inertes au-dessus. L'objectif principal étant quotidiennement de confiner l'amiante stockée sur l'alvéole. En plus du stockage d'amiante, le site reçoit 200 000 tonnes de déchets inertes par an, principalement du béton et un peu de parpaing. L'objectif étant de les trier pour les stocker ou les recycler. Pour ce qui concerne les déchets recyclables, qui sont concassés et font l'objet d'une fabrication d'un matériau de substitution, eux sont revendus aux entreprises principalement aux entreprises de travaux publics. 10 à 15 000 tonnes de béton ont été revendues sous forme de granulats cette année. En ce qui concerne le stockage d'amiante, le site devrait atteindre la limite autorisée de 44 000 tonnes stockables d'ici une dizaine d'années. Et le retraitement et le recyclage, on en parle en ce moment aux Assises des déchets organisées jusqu'à demain à Nantes. Et contrairement à ce qui avait été annoncé, Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, ne participera pas à ce rassemblement. 2 communes du Pays de Ré veulent s'unir pour le meilleur et pour le pire. Bourgneuf-en-Ré et Fresnay-en-Ré. Leur union sera scellée à partir du 1er janvier prochain. La nouvelle commune s'appellera Villeneuve-en-Ré. C'est un reportage de Jean-Michel Naga. Les élus de Bourgneuf ont voté et cette commune nouvelle s'appellera Villeneuve-en-Ré en référence à l'histoire de la ville datant du XIe siècle. Quand la mer s'est retirée, le bourg de Bourgneuf s'est créé. Parce que les bateaux ne pouvaient plus aller dans le port. Donc il y a un autre port qui s'est créé à Bourgneuf. Et autour du port s'est développé le bourg, qui est neuf. Donc aujourd'hui, on passe à la ville nouvelle.
Mais cette décision n'a pas fait l'unanimité au sein du conseil municipal. Si vous votez contre le non, vous votez contre la commune nouvelle. Ça veut dire que la population paiera plus d'impôts. Grâce à cette fusion, les deux communes vont en effet éviter la baisse des dotations annoncées par l'État. 600 000 € en jeu selon leurs estimations sur 3 ans. L'intérêt financier est donc majeur dans ce mariage. Dans le même temps, à 6 km de là, les élus de Fresnay-en-Ré approuvaient la même délibération, convaincus qu'en mutualisant les services des deux villes, les habitants seront gagnants. La priorité sera donnée à l'enfance et à la jeunesse, avec notamment la réhabilitation de l'école et de la cantine de Fresnay. Fresnay seul, c'est difficilement supportable de refaire quelque chose. Fresnay-Bourgneuf, à 5000 habitants, économiquement, on peut y réfléchir sereinement. Bourgneuf et Fresnay-en-Ré sont les premières communes à franchir le pas en Loire-Atlantique. D'autres vont suivre le mouvement dans les prochaines semaines. Ces communes nouvelles seront officiellement créées au 1er janvier prochain. L'Hermine de Nantes n'est pas encore prête. À un mois de la reprise du championnat, les joueurs de Franck Colino se sont inclinés lourdement hier soir à domicile face à Pau-Orthez, 96-64. C'était pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France. Malgré un bon Jordan Morgan avec 17 points et 12 rebonds, les Nantais n'ont pas fait le poids face à une très bonne équipe de Pro A. Retour en images sur ce match. Au moment de l'entre-deux, une division et 9 titres de champion de France séparent les deux équipes. Mais à la fin du premier quart-temps, l'écart n'est que de +6 pour les Béarnais. Mais le reste du match va tourner au calvaire pour les basketteurs nantais handicapés par les blessures. C'est vrai qu'à 6 joueurs professionnels, ça fait court pour les rotations. On s'est bien battu en première mi-temps, mais c'est vrai qu'au final, on manque de beaucoup de choses, que ce soit en attaque ou défensivement, on encaisse trop de points. La faute notamment au Palois Thompson, intenable derrière la ligne des 6,75 m avec un 7 sur 10 à 3 points. L'écart augmente au fil du match, +15 à la mi-temps, +19 à la fin du troisième quart. L'attaque de l'Hermine patine et sa défense souffre face à l'impact et à la vitesse béarnaise. Nantes s'incline finalement de 32 points, 96-64. Ça fait déjà plus d'un mois qu'on a repris. Il faut qu'on commence quand même à avancer parce que le championnat, même s'il reste un peu de temps, ça va quand même arriver vite et il faut qu'on avance. L'Hermine a encore beaucoup de travail avant d'attaquer la Leaders Cup vendredi soir à Boulazac. Depuis le début de la semaine, nous célébrons sur Télé Nantes les 40 ans du pont de Saint-Nazaire. Et ce jeudi, je vous propose de découvrir le 3e numéro de notre série de reportages consacrés au pont. Aujourd'hui, prenons la direction de son centre névralgique, le PC Route, qui gère la circulation. Son fonctionnement est très particulier avec l'utilisation d'une voie centrale modulable. Le trafic sur le pont de Saint-Nazaire, comment ça marche? C'est un reportage de Benoît Balti. Donc là, on va passer en mode 112. Donc 112, c'est 2 voies dans le sens nord-sud. Dans quelques minutes, les usagers du pont de Saint-Nazaire pourront circuler sur 2 voies pour rejoindre Saint-Brévin. Depuis 2010, un système dynamique permet de gérer la circulation du pont. En d'autres termes, le sens de circulation de la voie centrale s'adapte en fonction du trafic. C'est un pont à 3 voies et on peut inverser les voies. En fait, on peut mettre 2 voies dans le sens sud-nord pour que les gens puissent aller travailler le matin sur le port autonome. Et à l'inverse, remettre 2 voies dans le sens nord-sud pour que les gens puissent rentrer chez eux le midi et le soir. Et c'est à distance depuis Nantes que ce système est géré. Ici, dans les locaux du service exploitation routière du département, un opérateur assure toutes les étapes des basculements en s'adaptant au trafic. Donc en semaine, on a des basculements planifiés. Généralement, c'est 3 basculements par jour. Par contre, on peut faire plus de basculements ponctuellement et c'est souvent le week-end parce qu'on a un peu plus de bouchons et la circulation est moins gérable. En moyenne, 30 000 véhicules empruntent le pont chaque jour et pour délimiter alternativement les voies de circulation, 1600 plots lumineux sont utilisés. Ce sont eux qui matérialisent la ligne à ne pas franchir, une expérience inédite en France. C'est en fait une solution expérimentale pour le moment. Donc maintenant, on attend simplement que le ministère de l'écologie et du développement durable puisse faire en sorte d'inscrire ce dispositif au sens du code de la route pour du coup pérenniser cette installation. Grâce à ce système d'affectation dynamique des voies, la moyenne du temps de traversée aux heures de pointe est passée de 40 minutes à 10 minutes. Et demain, jeudi, 4e et dernier reportage consacré au pont, vous embarquerez avec les pilotes de Loire. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site, bien sûr, telenantes.com. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne et à demain.